RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la fois le dimanche matin sur RMC et sur 01 TV, en vidéo, sur 01nettv.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV pour De quoi je me mail, le dernier De quoi je me mail de la saison. On va s'accorder quelques semaines de vacances pour revenir tout bronzé et tout beau, toute fin août, avec pour ce dernier donc De quoi je me mail avant les vacances, tout à l'heure, un sujet sur la santé connectée. J'aurai le plaisir de recevoir le PDG de WeThings. Mathieu Letombe sera mon invité. WeThings qui est une pépite de la santé connectée française. On découvrira ce que fait WeThings et où va WeThings avec de nouveaux appareils incroyables qui notamment sont là pour détecter entre autres l'apnée du sommeil. C'est assez intéressant, on en parlera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous suivre sur la page Facebook de quoi je me mail et vous abonner à la page et puis réagir avec le hashtag DQJMM bien sûr sur Twitter. Merci d'être là et puis surtout bonnes vacances si vous avez la chance d'y être déjà. Et pour débuter ce De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT. Jean-Sébastien Zan qui est là. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Pas encore en vacances, Jean-Sébastien. Il tient bon. Oui, jusqu'au bout. Et Emmanuel Paquette aussi. Oui, qu'on est ravi d'accueillir pour cette dernière avant les vacances. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. L'actualité de la semaine avec pas mal de news Apple. Et puis, vous le savez, ces rumeurs perpétuelles concernant les futurs iPhones. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Toujours. Et là, on en sait déjà un peu plus sur, non pas l'iPhone qui sortira en septembre, dont on sait à peu près tout déjà. C'est ça qui est fort. Mais sur ceux qui sortiront en 2021, oui, Jean-Sébastien. Exactement. Alors effectivement, ça rejoint un petit peu les iPhones de septembre puisque ça concerne le zoom périscopique qui est voilà ce système qu'on retrouve par exemple dans les téléphones Huawei ou Oppo qui permet un zoom optique x5 ou x10 dans un téléphone sans qu'il y ait d'objectif qui sorte puisque le zoom est vraiment mis à la verticale à l'intérieur de l'appareil. Et ça permet d'avoir une meilleure qualité de zoom. En fait, voilà. C'est plus un zoom numérique comme Exactement. On a aujourd'hui sur les téléphones. C'est ça. Et donc on espérait de voir ce système arriver dans les prochains iPhones à partir de cette rentrée 2020. Mais malheureusement, c'est pas l'avis de l'analyste du célèbre Ming-Chi Kuo, cet analyste qui connaît tous les rouages des fournisseurs d'Apple, qui lui a raconté cette semaine qu'il y avait deux sociétés qui pouvaient fournir ce zoom. C'est Semco, qui est une société coréenne, et Sony Optical, qui est une société chinoise. Et pour l'instant, ces fournisseurs ne donneraient ce zoom périscopique qu'à partir de l'année prochaine à Apple. Donc ce serait donc les prochains iPhones de 2021 voire 2022 parce que c'est pas dit que ce soit encore dans ceux de 2021 qui auraient ce système de zoom qui est quand même ultra bluffant quand on utilise les P40 par exemple ou le Oppo Find X. Voilà, c'est génial à utiliser. On a presque un zoom comme un vrai appareil photo compact. Donc c'est un grand pas pour l'utilisateur. Tous les journalistes de Paris ont zoomé sur la Tour Eiffel avec le zoom périscopique. La démo ultime. Et ce zoom périscopique qui existe donc, tu le disais, alors depuis le P30 Pro chez Huawei. Tout à fait. Donc ça fait 1 an et demi que c'est disponible. Donc on va se retrouver avec des iPhones qui auront du retard de 2 ans, voire 3 ans sur certains téléphones Android. Ça arrive souvent, mais quand même ça fait beaucoup de retard. Bon, le zoom périscopique, Emmanuel, ça te fait rêver sur ton prochain iPhone ou pas ? Alors moi, pas nécessairement, mais c'est vrai que ça rentre dans la stratégie d'Apple, tu sais, qui veut développer la réalité augmentée. C'est la nouvelle, avec notamment des lunettes connectées qui devraient arriver l'année prochaine, puisqu'ils commencent aussi à avoir les premières rumeurs de lunettes connectées du côté d'Apple. Au moment où Google, eux, ont aussi fait des acquisitions pour essayer de relancer ce type de produits, puisque pour l'instant, ça n'a pas été des grands succès. Mais bon, peut-être que Apple va relancer cette mode. Donc effectivement, avoir un zoom optique, ça peut permettre de développer tout ce pan de stratégie d'Apple qui doit arriver dans les années futures et qui doit pousser les nouveaux iPads, les nouveaux iPhones avec des applications nouvelles, notamment pour les développeurs qui vont pouvoir utiliser de nouvelles fonctionnalités autour de la vidéo et de la photo. Donc on voit que c'est la prochaine étape. Effectivement, comme le dit Jean-Sébastien, aujourd'hui, Apple est plutôt suiveur parce qu'on voit même ils n'ont pas de terminaux 5G. Les fournisseurs chinois, Huawei notamment, ont déjà des téléphones 5G. Samsung aussi, d'ailleurs. Ils n'ont pas de pliables
Samsung a déjà des écrans. Alors, pardon, on dit pliants chez vous, pardon. Oui, pardon, pliants. Tout à fait. Apple n'en a pas. Et effectivement, Ils mettent 10 Zoom, euros dans le oui, dans dans le tout à petit fait. cochon. Ouais. Et pareil pour l'optique. Donc effectivement, Apple est plutôt à la traîne sur pas mal de choses importantes aujourd'hui. Alors c'est pas nécessairement un problème pour eux parce qu'ils rattrapent toujours le coup et ils apportent des fonctionnalités un peu nouvelles autour de ce type de technologie-là. Donc à voir pour l'année 2021. Voilà, le zoom périscopique qui permet du x5, x10 même. Hein, c'est ce que tu Oui, disais tout à fait. l'heure. Et puis qui est combiné avec du zoom numérique qui arrive Ouais, parfois à du x50. Ouais, c'est qui assez rentre très, très impressionnant. bien, ouais. On reste du côté de chez Apple qui se penche sur son App Store et bien le compare en fait à ses concurrents. Oui, l'App Store, d'après Apple, donc, ne taxe pas plus les développeurs que les autres boutiques d'applications. En fait, c'est la conclusion d'une étude indépendante qui a été néanmoins quand même commandée par Apple, du cabinet mince, je me souviens plus. Ce cabinet mince, je me souviens plus. Mince, je me souviens plus. Ça y est, qui est français, hein, vous l'avez remarqué, parce Voilà. qu'avec un nom comme ça, enfin, c'est pas grave. Oui, c'est un donc cabinet, on va dire. C'est des gens qui sont payés pour réfléchir. Exactement, faire des études. et analyser les marchés. C'est ça. Et donc ça montre que le Play Store donc, de Google, l'App Store d'Amazon, le Microsoft Store prennent exactement la même commission de 30% qu'Apple. Ça pointe du doigt aussi même certains opérateurs télécoms qui, eux, prennent des commissions jusqu'à 50% dans la boutique. Ça montre d'ailleurs que leur boutique fonctionne pas toujours bien, on se demande pourquoi. Cette étude, en fait, elle tombe forcément au bon moment pour Apple, puisque Apple est soumis à 2 enquêtes pour monopole, une aux États-Unis, une en Europe. Mais quand même, ce qu'oublie de dire Apple dans cette histoire, c'est que le seul accès possible aux applications sur iOS, c'est l'App Store, contrairement aux autres boutiques, puisque le Microsoft Store, c'est pas le seul qui existe sur PC, le Play Store, c'est pas le seul qui existe sur Android. La seule possibilité sur iOS d'avoir un accès à un store alternatif, c'est d'utiliser un jailbreak et d'accéder par exemple à Cydia, qui est un App Store alternatif. Et donc déplomber en quelque sorte l'iPhone. Exactement, ce qui est compliqué à faire. Et non sans risque en plus. Exactement. Donc voilà, ça montre un petit peu comment Apple essaye de faire du lobbying justement autour de cette histoire pour montrer que c'est pas les grands méchants, mais qu'ils sont dans les clous de la concurrence. Oui, donc en fait ils adaptent un petit peu le discours à ce qui les arrange, non ? Oui, alors ce qui est marrant, c'est ce que dit Jean-Sébastien, c'est que la tension est en train de monter sur Apple, sur ce qu'on appelle le côté gatekeeper, c'est-à-dire le gardien un petit peu de passeur d'applications qui va être téléchargé sur les iPhones. Et ce qui est reproché par la Commission européenne qui vient d'ouvrir une enquête, c'est quand même 2 points sur lesquels l'étude dont parlait Jean-Sébastien ne répond pas. La première, c'est de dire que Apple n'informe pas les consommateurs qui peuvent télécharger les applications par d'autres moyens et bypasser en fait l'application, l'App Store. Donc ça, c'est un défaut d'information vis-à-vis du consommateur pour qu'il ait le choix du téléchargement d'une application. Puis le deuxième élément, c'est le fait que ceux qui ont saisi aujourd'hui la Commission européenne pour abus de position dominante, c'est d'un côté Spotify et d'un côté Kobo Rakuten, donc pour les livres électroniques. 2 services qui sont proposés par Apple. C'est Apple Music d'un côté, et puis l'Apple Bookstore pour télécharger des livres. Et ce que dit la Commission, c'est est-ce que Apple ne favorise pas ses propres services, donc dans la musique ou le livre, par rapport aux concurrents, via son store et via le fait de pousser dans son store ses applications à lui. Et puis, en plus, il se rétrocède ses propres commissions, puisque du coup, ça part d'une poche gauche pour aller dans la poche droite. Donc, c'est vrai que ça induit un avantage concurrentiel, a priori, sur tous les services Apple. Ce qui n'est pas le cas des autres boutiques, puisque dans les autres boutiques, alors il peut se trouver que l'éditeur de la boutique soit aussi concurrent de certaines autres applications, mais pas autant qu'Apple. Donc, on voit bien qu'ils répondent que partiellement aux éléments qui leur sont reprochés aujourd'hui. Puis, dernier point, ce qui est marrant, c'est récemment Brad Smith, donc c'est le directeur des affaires juridiques de Microsoft, qui a dit quand même, Washington, vous devriez vous pencher sur Apple parce que sa boutique, ça commence vraiment à poser problème. C'est-à-dire que Microsoft, qui était lui-même sous le coup d'enquête au début des années 2000, est en train de braquer le projecteur la patate sur chaude. Apple et Google, parce qu'ils disent que c'est les 2 stores qu'il faudrait ouvrir des enquêtes dessus. Alors, ils nomment pas Apple, ils nomment pas Android, mais bon, on comprend bien. On comprend bien, il n'y en a Voilà. pas 36. Donc voilà, les coups bas commencent à voler dans la Silicon Valley. Mais on se rend compte aussi que pour Apple, finalement, si Apple réagit, c'est qu'ils prennent ce sujet au sérieux. Oui. Parce que souvent, Apple ne réagit pas. Malgré tout, ils ont une réponse. Exactement. Ils ont une communication, ça veut dire quand même... Voilà, oui, c'est rare. Tout à fait, Ça veut ils dire n'ignorent quand pas même le problème, ils prennent ce sujet un petit peu au sérieux. Que ça n'existe pas. On va maintenant évoquer Nvidia, Jean-Sébastien Zanqui. Alors Nvidia, tous les gamers connaissent, Bien sûr. bien entendu. Et Nvidia pourrait faire une acquisition, en tout cas souhaiterait acheter le géant ARM. Ouais, tout à fait. Nvidia qui est sur les rangs pour acheter donc ARM, cette entreprise britannique qui conçoit en fait
fait l'architecture de tous les processeurs un peu modernes, on va dire, des smartphones, des tablettes, et même bientôt dans les Mac, puisque Apple a annoncé qu'il passerait à l'architecture ARM d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. En fait, cette société a licencié ces technologies à d'autres marques qui les utilisent pour leurs propres processeurs. Donc, on a parlé d'Apple, mais il y a aussi Huawei, Samsung et bien d'autres. Et donc, c'est une entreprise assez florissante en ce moment, puisque c'est une architecture qui est vraiment en vogue dans le milieu des nouvelles technologies. Et c'est le propriétaire SoftBank, qui est l'opérateur japonais, qui possède ARM, qui aimerait en fait en profiter pour revendre cette entreprise, pour se renflouer un petit peu, sachant qu'il avait acheté cette entreprise 32 milliards de dollars déjà à l'époque. Donc on imagine qu'aujourd'hui elle en vaut beaucoup plus. Et en fait, d'après les informations de Bloomberg, SoftBank aurait contacté Samsung, aurait contacté Apple pour leur proposer le deal, mais les deux marques ont refusé, notamment du côté d'Apple. Ça aurait un sens effectivement parce qu'Apple c'est un des grands créateurs des puces ARM. Et puis ils veulent se séparer d'Intel à terme, hein, donc tout à fait. Ça aurait du sens. Mais sauf que ça impliquerait en fait un nouveau business pour Apple, c'est-à-dire de licencier des technologies à d'autres concurrents, et ce qui n'est pas le cœur de métier d'Apple, et qui pourrait poser quelques problèmes parfois de confidentialité, de technologie, etc. Donc c'est Nvidia qui s'est manifesté auprès de SoftBank, c'est eux qui sont allés les voir, parce que Nvidia utilise déjà dans ses cartes graphiques une licence ARM, et notamment pour ses processeurs Tegra, c'est le processeur qu'il y a dans la Nintendo Switch par exemple, et du coup SoftBank aussi avait été actionnaire de Nvidia, donc on voit qu'il y a des liens quand même entre ces trois acteurs, et puis bien sûr Nvidia c'est une entreprise qui est très en forme dernièrement financièrement. En début de 2019 c'est même une entreprise qui avait dépassé Intel en valorisation boursière. Aujourd'hui elle est cotée 256 milliards de dollars, c'est devenu quand même un grand nom ils auraient les épaules du silicone, ils auraient les épaules pour acheter. Le scénario en fait, n'est pas si absurde que ça. Voilà, Nvidia ne fait pas que des cartes graphiques, ils font des processeurs pour les voitures, voilà, c'est une grosse entreprise. Oui, alors qui va rafler la pépite ARM, Emmanuel? Peut-être personne. Parce qu'il se trouve que Masayoshi Son, donc le fondateur de SoftBank, effectivement a la pression des marchés financiers pour ramener du cash au sein de la société. Et après l'échec WeWork, qui a été une catastrophe pour SoftBank, et de redresser un peu le cours de l'action. Alors il a eu deux bonnes nouvelles déjà en début d'année. La première, c'est la fusion entre l'opérateur Sprint et T-Mobile aux États-Unis, qui lui a rapporté plus de 20 milliards en cash, donc qui viennent de rentrer là au mois d'avril dans les caisses de SoftBank. Donc c'est déjà pas mal. Et le deuxième truc, il est sorti d'Alibaba, dont il était actionnaire. Alibaba, donc c'est le grand site de commerce électronique chinois. Et là, il a récupéré une dizaine de milliards de dollars en sortant d'Alibaba. Donc il a apporté un petit peu d'oxygène quand même. Il a déjà 32 milliards. Voilà. Il avait promis aux investisseurs de ramener 42 milliards pour acheter des actions de 42 milliards. Il a fait quand même un sacré chemin. Voilà, donc il lui manque 8-10 milliards. Alors, est-ce que ça vaut le coup de vendre ARM, effectivement, qui vaut bien plus que 10 milliards à Nvidia ou d'autres, ou est-ce qu'il va plutôt faire une introduction en bourse, parce que ce qu'on appelle un double track, c'est-à-dire en gros, soit on essaye de voir s'il y a des acheteurs à bon prix, soit on va directement sur les marchés financiers ce côté, et là ça lui permettrait d'acquérir un peu de cash, tout en gardant quand même la main sur ARM, qui est quand même un actif extrêmement stratégique aujourd'hui quand même. C'est une vraie technologie en ce moment. Oui, bien sûr. Même moi j'ai été étonné que l'Angleterre laisse partir ARM entre les mains de SoftBank qui est japonais. Si ARM avait été français ou allemand, je ne suis pas sûr que le deal se serait fait. C'est quand même, c'est vraiment très sensible comme technologie. Donc voilà, moi je pense qu'il faut suivre ça. Et puis SoftBank est en train de reprendre des couleurs. Donc bon, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout du processus? À voir. Intéressant tout ça, et on verra bien en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent. On va parler de 5G maintenant. Alors vous savez que l'échéance de la 5G est toujours repoussée. En théorie, la 5G devrait arriver en France d'ici la fin de l'année. Avec Huawei ou sans Huawei, c'est la question que tout le monde est en train de se poser. C'est compliqué. Oui, effectivement. Comment éviter aux opérateurs français d'utiliser Huawei dans leur réseau 5G sans forcément interdire la marque pour autant en France? Donc c'est une question délicate, et l'ANSSI a manifestement sa petite idée. D'après Reuters cette semaine, l'agence donc nationale de la sécurité des systèmes d'information aurait indiqué de manière assez officieuse pour l'instant aux opérateurs hexagonaux que le matériel Huawei n'aurait que des autorisations d'utilisation limitées dans le temps. C'est-à-dire que par exemple les opérateurs ne pourraient les utiliser que pendant 3 à 5 ans au lieu de 8 ans pour le matériel d'Ericsson ou de Nokia. Donc dans ces conditions, il devient forcément difficile voire impossible d'amortir des investissements qui sont en général colossaux pour créer un réseau. Et donc on préfère se tourner vers des équipementiers européens, ce qui est plus logique puisqu'on peut les exploiter pendant plusieurs années. Donc c'est
plus ou moins un peu la technique qui a été employée en Grande-Bretagne et qui a été employée il y a quelques semaines pour pouvoir justement s'aligner sur la position américaine d'interdiction ou de bannissement, sans vraiment le dire, de Huawei dans l'univers de la 5G des pays européens. Et avec évidemment Donald Trump derrière tout ça, qui, on a l'impression, tire les ficelles de toute cette C'est pas histoire. une impression, Voilà, c'est vrai. Puisque effectivement, on a appris, alors c'était un papier du site Politico qui expliquait qu'il y avait plusieurs responsables de la sécurité nationale américaine qui étaient venus, donc Robert O'Brien, qui est le bras droit de Trump sur toutes les histoires de sécurité nationale au niveau de Washington, qui est venu en Europe et qui a rencontré ses homologues anglais, français et allemands. Donc il y avait plusieurs sujets à l'ordre du jour, mais notamment la 5G. Et c'est vrai que quelques semaines après, on a vu l'Angleterre changer de position sur Huawei, et puis la France aussi modifier un petit peu sa position. Le seul pays aujourd'hui qui tient tête encore aux États-Unis, c'est l'Allemagne, qui a décidé d'attendre jusqu'au mois de septembre, parce qu'en fait, Deutsche Telekom, qui est l'opérateur historique sur le marché allemand, est extrêmement dépendant de Huawei, et si on doit couper Huawei à Deutsche Telekom, c'est des investissements massifs que devrait faire Deutsche Telekom. Peut-être même des dizaines de milliards d'euros. Et donc l'Allemagne, Merkel risque d'affaiblir son champion national. Donc la question est de savoir dans quel camp va tomber à un moment donné l'Allemagne. Et puis il y a un dernier élément qui sont simplement les élections américaines du mois de novembre. Si Donald Trump perd et qu'un démocrate prend la tête de la Maison-Blanche, il peut changer aussi son fusil d'épaule sur Huawei. Alors, et adoucir, peut-être assouplir. Voilà, exactement. Et surtout, essayer de se rabibocher avec l'Europe et arrêter de faire pression sur ses alliés. Donc, il peut y avoir un retournement de situation. Donc, attendons. Moi, je pense que la messe n'est pas totalement dite pour Huawei. En Angleterre, je pense que c'est le cas, c'est fini. Mais pour la France et l'Allemagne, je pense qu'il va falloir attendre d'ici la fin de l'année. Oui, et c'est pour ça que toutes ces décisions sont tièdes, finalement. On sent qu'il y a un certain attentisme. Il faut donner des gages aux États-Unis, mais pas trop non plus. Et bien sûr, voilà, c'est ça. Et puis ça pose des problèmes pour les opérateurs français, notamment SFR et Bouygues, qui dépendent aussi fortement de Huawei et qui disent ok, nous on veut bien démonter les installations Huawei, mais qui va payer en fait l'investissement du nouveau matériel? Exactement. Et là, ils se tournent vers l'État. Exactement, parce qu'aux États-Unis, il y avait un fonds de compensation justement pour aider les opérateurs et ils aimeraient bien que si d'aventure on les oblige à faire ça, qu'il y ait un fonds de compensation équivalent en France. On va parler de Slack maintenant. Slack, qui est un outil très utilisé en entreprise, un outil connecté qui permet de faire plein de choses et qui porte plainte contre Microsoft et Teams. Oui, tout à fait. C'est donc la messagerie professionnelle qui est mécontente de Microsoft. En fait, la start-up vient de déposer une plainte contre le géant américain auprès de la Commission européenne. D'après elle, Microsoft donc forcerait la main des utilisateurs de la suite Office en incluant maintenant Teams à l'intérieur, le vieux serpent de qui mer, est un concurrent de Slack. Voilà. On connaît la chanson, on va dire, avec Microsoft. Les ficelles. Donc, les Européens n'auraient pas d'autre choix que d'installer Teams en même temps que Word, Outlook et Excel. Et Slack aimerait donc que l'Union européenne force Microsoft à vendre Teams comme un produit à part de sa suite logicielle. Pour Microsoft, forcément, la plainte n'est pas justifiée, puisque d'après Microsoft, Teams propose une fonction qui est absente de Slack, qui est la conversation vidéo. Slack permet seulement de faire de la conférence téléphonique, mais pas vidéo. Donc reste à voir si la Commission va ouvrir une enquête suite à cette plainte, mais comme on sous-entendait, ça rappelle complètement l'amende qui avait été infligée par exemple à Microsoft en 2013 pour avoir imposé Internet Explorer dans Windows 7, et puis même précédemment avec Internet Explorer déjà. L'abus de position dominante, comme on dit. Voilà, exactement. Alors, on voit aussi que Slack, ils sont quand même assez malins, parce que du coup, ils se sont tournés vers qui? Vers Amazon. Donc en fait, ils ont noué un partenariat avec Amazon, et Amazon va pousser auprès de ses salariés, donc il y a 380 000 salariés d'Amazon dans le monde, la solution Slack pour le télétravail et la communication à distance, et puis le mettre dans AWS, donc là à disposition directement d'entreprises tierces. Donc Slack, vous savez, c'est toujours c'est mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, donc là en l'occurrence, l'ennemi de Microsoft, c'est Amazon, et Amazon devient l'allié de fait de Slack. Donc on voit quand même que Slack ne compte pas que sur la justice pour se démener, il essaye directement d'avoir des liens directement avec Amazon. D'ailleurs, certains analystes pensent que ça pourrait même devenir une cible, à un moment ou à un autre, pour Amazon. Et il pourrait racheter Slack. Donc là aussi à voir, parce qu'il suffit qu'il y ait un mouvement comme ça pour que ça éteigne directement un procès pour abus de position dominante. Donc voilà. C'est le Lego. Voilà, c'est ça. Et on va poursuivre avec l'actualité des smartphones de cette semaine. Écoutez, en plein mois de juillet, OnePlus a dégainé son OnePlus Nord. Voilà, donc ça jette un coup de froid en mois de juillet, mais bon, c'est un smartphone qui est très intéressant parce que c'est un smartphone 5G. Qui ne t'a pas laissé de glace. Comment ? Qui ne t'a pas laissé de glace. Exactement. C'est un smartphone 5G qui est à moins de 400 € quand même, donc c'est une belle performance.
Et c'est quand même une sorte de retour aux sources pour OnePlus qui avait fortement augmenté les prix de ses téléphones au fur et à mesure des générations. OnePlus était il y a quelques années quand même le champion de toute catégorie du rapport qualité-prix, avec des smartphones à 400-500 euros qui pouvaient se battre complètement avec des smartphones très haut de gamme. Donc celui-ci pour 400 euros, il a de la 5G, un écran 6,4 pouces, une batterie de plus de 4000 mAh, un capteur photo Sony de 48 mégapixels, la charge rapide, enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'on attend d'un smartphone. L'interface à ce OnePlus prix-là. qui est très appréciée L'interface aussi. OnePlus qui est vraiment excellente. Le seul petit bémol, c'est le processeur qui a un Snapdragon 765G. Donc c'est pas le méga haut de gamme, mais c'est quand même un très très bon processeur de chez Qualcomm. Et donc ça fait plaisir de voir justement la marque revenir sur des fondamentaux après s'être perdu un petit peu. Le dernier OnePlus 8, il coûtait plus de 900 euros, donc c'était quand même très loin de son état d'esprit d'origine. Oui, OnePlus qui est un peu en difficulté, Oui. voire même beaucoup En difficulté. notamment... OnePlus a fermé a licencié beaucoup en Europe. Et on dit d'ailleurs que ce modèle-là aurait été lancé un a peu en priori. catastrophe. Voilà, parce qu'en fait rapidement. c'était un smartphone qui voulait être lancé par Carl Pei, qui est le fondateur, qui voulait lancer ça à côté. Et puis finalement l'entreprise lui a dit bon, on va le faire nous, grâce à OnePlus. Donc voilà, on voit que c'est un petit peu tangent du côté de OnePlus en ce moment. Mais on se rend compte que la stratégie, quand on est constructeur de smartphones, c'est pas facile. Elle était claire au début, la stratégie de OnePlus. Tout à fait. On s'attaque aux réseaux sociaux, on propose les meilleurs rapports qualité-prix pour attirer les geeks. Et puis d'un coup, on se dit, bah voilà, on s'embourgeoise, on veut être dans la cour des grands, proposer des smartphones excellents, mais à des prix équivalents aux iPhones ou aux derniers Samsung. Et là, patatras, la stratégie s'effondre parce que finalement, on perd l'essence même et la, comment dirais-je, l'âme de la société. Tout à fait. En plus, il y avait un côté très communautaire autour de OnePlus, donc les fidèles de la marque ont été un petit peu déçus au fur et à mesure des années. Et puis on se rend compte, Emmanuel, qu'il y a peut-être trop de constructeurs de smartphones aujourd'hui, non ? Disons que la période coronavirus déjà a mis un coup de frein à tous les vendeurs de smartphones. C'est la première fois où on a vu le marché global des smartphones qui commençait à baisser. Puisque d'une part les gens sont déjà équipés dans les pays développés, donc c'est vrai que le marché, on arrive quasiment à un marché de saturation et de renouvellement, donc du coup les gens ils veulent bien renouveler un téléphone, mais il faut que le téléphone apporte vraiment des fonctionnalités différentes, donc c'est compliqué maintenant de se différencier avec Samsung là, qui va faire des annonces aussi dans quelques semaines, je crois que c'est début août. 5 août, oui. 5 août, voilà, avec des nouveaux terminaux, enfin un ou des nouveaux terminaux, des nouvelles fonctionnalités avec des écrans pliants, peut-être plus accessibles, donc c'est vrai que c'est compliqué. Le contexte conjoncturel est compliqué avec la crise post-Covid, et le contexte structurel qui est de baisse d'équipements en smartphone, enfin de maturité du marché, ça complexifie vraiment effectivement le marché. Après, il reste des relais de croissance, il reste l'Inde, il reste des grands blocs, mais c'est vrai qu'en Europe, c'est plus compliqué. Mais ce qui est étonnant, et c'est un signe, Apple qui ne communique jamais sur les prix de ses smartphones dans les publicités. Je ne sais pas si vous avez vu les pubs qu'il y a en ce moment à Paris. Eh bien, Apple dit, voilà, c'est le premier iPhone qui est le moins cher. Enfin, il y a une notion en fait, de tarif que Apple n'avait jamais osé faire sur ses publicités. Effectivement. Voilà, Apple était décorrélé en fait du prix. Oui, exactement. C'est du luxe, donc. Et là, pour la première fois, vous avez une pub officielle Apple qui communique sur le prix d'un téléphone, ce qui est quand même incroyable et qui est révélateur quand même d'un marché qui commence à devenir un petit peu plus compliqué. Exactement. Non, tu as totalement raison, parce qu'effectivement, c'est un marché de luxe, normalement Apple. Donc le prix, c'est en gros, on achète le luxe, donc on s'en fiche du prix. Oui, c'est comme si Louis Vuitton disait, écoutez, voilà, je vous fais un foulard un peu moins cher. Un peu moins cher, tiens, allez-y, ça nous fait plaisir. Vous allez être étonné. Vous allez être étonné. Non, mais on plaisante là-dessus, mais c'est assez intéressant. Tout à fait, très révélateur. On va terminer par le bel article qu'a commis Emmanuel Paquette, que vous pouvez lire dans l'Express. On va parler de cinéma, le cinéma français qui n'arrive pas à faire payer Facebook et les sites porno. Oui. Alors en fait, effectivement, il faut savoir qu'il y a une nouvelle taxe qui a été créée en 2018-2019. On appelle ça la taxe sur les services de vidéo. Donc au départ, c'était les services de vidéo payants, Netflix et compagnie qui devaient le payer. Puis ça s'est élargi aux sites gratuits vivant de la publicité. Donc YouTube, Dailymotion. Et tous ont payé cette taxe en 2019. Donc ça représentait à peu près 34 millions d'euros pour le cinéma français. Donc ça va dans la cagnotte du cinéma pour créer. Exactement. Ce qui est plutôt positif. Ça, c'est plutôt positif. Alors, ça dépend de quel côté on se place. Du côté du cinéma, c'est très positif. YouTube, voilà. Cela dit, 34 millions d'euros, ça ne doit pas être très, très, très élevé comme taxe. Non, mais ça a tendance à beaucoup augmenter parce que c'était une taxe de 2% du chiffre d'affaires et là, il est passé à 5,15%. Ah oui. Donc, ça va forcément au moins doubler pour l'année 2020. Et puis, dans cette assiette, normalement, ce qu'aimerait le CNC, c'est qu'il y ait Snapchat dedans, qu'il y ait TikTok,
qu'il y ait Facebook, puisque c'est des services qui vivent de la vidéo. Alors Facebook dit bah non, nous la vidéo c'est pas primordial, c'est pas c'est pas notre business model. Voilà, exactement. Le CNC a un autre point de vue en disant que non, Mark Zuckerberg a dit plusieurs fois que la vidéo c'était l'avenir de Facebook, donc c'est compliqué de tenir un double discours. Il y a Instagram aussi. Et il y a Instagram, exactement. Snapchat, eux, ils me disent on n'est pas concernés, alors que c'est quand même un service de vidéo. Et ils créent même des originals ou des shows, donc compliqué. Et TikTok, eux, m'ont pas répondu du tout pour le coup, en me disant voilà. On comprend pas le français. Voilà, chinois, nous, les gars, excusez-nous. Et les derniers acteurs qui auraient dû payer, c'est les sites pornographiques de vidéos. Oui. Donc ça, il y a des grands acteurs que vous connaissez ou pas d'ailleurs, hein, mais en l'occurrence, les acteurs français ont payé. Donc, dont Jackie Michel, Marc Dorcel, ils ont tous payé, mais pas les acteurs. Ce qui est bien avec Jackie Michel, c'est comme ils sont deux, ils se partagent. Oui, bah, exactement. Ça coûte un petit peu moins cher. Et alors, eux, la taxe, elle était de 10% sur le chiffre d'affaires, elle est passée à 15%. Donc, eux doivent payer beaucoup. Et d'ailleurs, ils s'en plaignent, ils se disent, mais pourquoi nous 15 et les sites comme YouTube 5 ? Il y a déjà une différence de traitement. Ouais. C'est pas normal, surtout que nous, on ne demande pas d'aide au CNC pour produire ce qu'on fait, mais on devrait peut-être d'ailleurs. Donc ils sont en train d'y réfléchir. Donc on verra, ils vont peut-être déposer des dossiers de financement pour des futurs films. Les aides du CNC qui arrivent chez Jackie Michel, alors là, franchement, ça serait surprenant quand même. Hein, ils m'ont dit qu'ils y réfléchissaient. Il y aurait les scénarios, on sait pas. Peut-être, peut-être, l'éclairage, peut-être la technique. Merci beaucoup Emmanuel Paquette. Merci à vous. Journaliste à l'Express, et merci à Jean-Sébastien Zanqui. Passez de bonnes vacances. Merci beaucoup, passez de bonnes vacances aussi. Voilà, et on se retrouvera toute fin août pour la reprise de Quoi je me mail. Et d'ici là, écoutez, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Vous restez là, De Quoi je me mail n'est pas terminé. On va s'intéresser à une pépite française de la santé connectée, WeThings, et je reçois Mathieu Letombe, son directeur général, dans un instant. À tout de suite. De Quoi je me mail sur RMC et 01 TV.